La Manche, longue de 500 km, large de 200, c'est l'une des zones maritimes les plus fréquentées du globe. Chalutiers, ferries, porte-conteneurs s'y croisent en permanence. Côté terre, changement de décor. La campagne pur jus, des vaches sur les falaises, un jardin anglais à 2 heures de Paris. Entre les deux, la côte qui, d'est en ouest, ne cesse de changer de visage. Il y a pour commencer à l'ouest, un littoral vivant et intense. Les landes du Cotentin blanchies par le sel, l'explosion des rouleaux de la Manche à la Hague, une Normandie sur laquelle veille, au loin, la silhouette mystique du Mont Saint-Michel. À l'ouest, une Normandie romantique côtoie une Normandie au passé tragique avec les plages du débarquement. Les célèbres falaises d'Étretat, l'un des plus beaux sites naturels de France, né des caprices de la nature et de l'apogée de l'érosion, achève ce tableau contrasté. Notre périple au fil du littoral de la Manche sera émaillé d'escales et de rencontres. Nous commencerons notre voyage en compagnie de Didier, avec qui nous jouerons les Icars, en survolant la baie du Mont-Saint-Michel en ULM. Je vole dans cette baie depuis plus de 20 ans. Je dirais que c'est un endroit magique et pour lequel j'ai beaucoup de respect. En remontant vers le nord Cotentin, nous irons marcher sur les pas de Jacques Prévert avec Gilbert, un ami de longue date du poète. Quand Prévert passait devant ce cimetière pour aller chez lui, il disait à sa femme « Regarde comme c'est pratique, c'est tout près de chez nous ». Ensuite, viendra le temps du travail de mémoire. Nous plongerons dans les pages de l'histoire du débarquement avec Fabrice, qui trouve des vestiges de la guerre sous les champs de patates, à 2 pas de Ouistreham. C'est très excitant parce que pour nous c'est comme des trésors, c'est parce qu'on va trouver, donc c'est toujours une découverte nouvelle. Pour finir, nous nous promènerons en baie de Somme avec Jean-Louis, un amoureux du pays. Il nous fera goûter une curiosité qui pousse dans le coin et qui porte un drôle de nom, des oreilles de cochon. La baie de Somme, c'est une des plus belles baies du monde. Et vous n'allez pas me faire dire que ce n'est pas la première de mon cœur, bien sûr. C'est automatiquement. En attendant, nous voilà à notre point de départ, Saint-Malo. Ville mythique, dite cité des corsaires, où Cartier et tant d'autres partirent un jour la tête pleine de rêves et revinrent les bras chargés de richesses. Aujourd'hui, les pêcheurs malouins rentrent au port avec des pépites que s'arrachent les Français, du surimi. Au large de l'Irlande, le Joseph Roty poursuit un banc de merlons bleus qui évolue à une centaine de mètres sous la mer. Alors là, ça va commencer à rentrer dans le chalut, vous voyez. Et ça y est, là. C'est en train de prendre le banc de poisson, là. Dans les mailles du filet, plusieurs tonnes de poissons. Ce coup de pêche était le bon. Voilà plusieurs semaines que ce chalutier de 90 mètres est parti de Saint-Malo, 60 hommes à bord. Des Français, mais aussi des Polonais et des Portugais, en quête d'un poisson qui, une fois pêché, sera aussitôt transformé. Car dans les entrailles du Joseph Roty, une usine tourne 24 heures sur 24. Débarrassé de sa tête et de ses arêtes, le merlan est broyé, sa chair malaxée, pour devenir de la protéine de poisson appelée surimibase, ingrédient principal des bâtonnets de surimi. Oui, je t'en prie. Oui. 17h, d'accord. Voilà, ça a coupé. Est-ce que tu peux demander à Namba s'il serait là vers 14h30 ? Toute la nouvelle réglementation norvégienne pour grande hermine. D'accord, monsieur. Voilà. Patrick Soisson est le PDG de la Compagnie des pêches de Saint-Malo, un groupe prospère de plus de 500 salariés qui compte 3 navires-usines. Un qui pêche la crevette au Groenland, un autre qui produit des filets de cabillaud surgelés en mer. Donc 3 heures après être sorti de l'eau, vous avez un morceau de cabillaud de 130 grammes. Et puis 4 ou 5 mois après, vous le mettez dans votre micro-ondes 4 minutes. Alors là, comme s'il sortait de l'eau. Plus frais que le frais. Sans oublier le Joseph Roty pour le surimi. Entre la pêche du poisson, la fabrication du surimi base à bord du navire
Et la transformation de surimi base en ce que vous connaissez, tous les bâtonnets à base de surimi et autres, c'est 60% de l'activité de l'entreprise. C'est l'or orange? L'or, non. Mais c'est une bonne activité. Pourtant, c'était loin d'être gagné. Il y a quelques années, le Joseph Roty pêchait encore la morue sur les bancs de Terre-Neuve au Canada. Je vais vous montrer ce 60. Mais début 90, la ressource est menacée. Les Français n'ont plus le droit de chaluter dans la zone. Il faut penser à une reconversion. Ce sera du poisson sans queue ni tête, du surimi. La mise en route n'a pas été facile parce que d'abord c'était un changement effectivement de métier. Dès le départ, changement de métier, mais en même temps, dans l'esprit, il faut bien savoir que la morue, c'est le roi des poissons. Et que les marins, pêcheurs et officiers à la morue étaient considérés effectivement comme des seigneurs. Par rapport, c'était la grande pêche. Et effectivement, il y a eu un sentiment qu'on leur avait pris leur raison de vivre, leur grade dans le métier, en leur demandant de faire quelque chose de nouveau qu'ils ne connaissaient pas. On a eu un peu de mal, je vous ai dit, on a 2 ou 3 ans, oui. On y allait un petit peu, on prenait un peu le poisson à rebrousse-poil, quoi, parce que le merlan, c'était pas un poisson qu'on était habitué à pêcher, c'était même pas des zones de pêche qu'on connaissait, rendez-vous compte. On était Terre-Neuve et on se retrouve dans l'ouest de l'Irlande. Pas facile à gérer tout ça. Intellectuellement. C'est dans cette usine, toujours à Saint-Malo, que le surimi base produit sur le bateau va devenir bâtonnet. Et ce n'est pas d'un simple coup de baguette magique, car il n'y a pas que du poisson dans le surimi. Du blanc d'œuf, de l'amidon de blé et pour le goût de crabe, de l'arôme naturel de crabe. Donc ça, c'est la partie blanche du bâtonnet. Et pour avoir la partie rouge qui est sur le dessus, c'est cette même pâte dans laquelle on rajoute du paprika. Une heure 30 de pasteurisation et de cuisson plus tard, le surimi est prêt à être livré au supermarché. De ces chaînes de production, il en sort 8000 tonnes par an. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des produits sains. C'est la dernière pêche du Joseph Roty. Il est ferme, hein? Oui, il est ferme, il est bien. Sur les quais de Saint-Malo, le Joseph Roty se prépare déjà à repartir à l'assaut des mers et du merlan bleu. Poursuivons notre route le long des côtes de la Manche, cap à l'est. À la sortie de la cité des Corsaires, nous survolons les Malouinières, bâties par les armateurs au XVIIe et XVIIIe siècle. Enrichies par une activité marchande en pleine expansion et un peu à l'étroit derrière les remparts de Saint-Malo, il se faisait construire ces vastes demeures. Après une succession de petites plages de sable fin, nous arrivons à Cancale, réputée pour sa fameuse huître qui vit au rythme des marées de la baie du Mont-Saint-Michel. 6000 tonnes sont produites ici chaque année, dont la fameuse pied de cheval, une huître sauvage hors d'âge. Elle est à point lorsqu'elle atteint 20 ans et peut peser jusqu'à 1 kg. Avis aux amateurs. Mais c'est une espèce encore plus inattendue qui fréquente les eaux de la baie. Si vous avez l'œil affûté, vous pourrez apercevoir un groupe de grands dauphins. Ils seraient une centaine à venir nager dans le coin. Ce matin, à Port-Piquin, ils sont une dizaine à se remémorer leur dernière séance d'observation. C'était la dernière observation qui a été géniale avec les 2 jeunes. Oui, là, avec les bébés. Ouais. C'était trop mignon. Ah, c'était mignon. Chaque week-end, quand les conditions météo le permettent, l'association organise des sorties en mer pour tenter de les apercevoir. On espère les voir, parce qu'on ne les voit pas à chaque fois. Si on ne les voit pas, bon, on est déçus certes, mais on s'y attend. On sait très bien que là, ils sont vraiment dans leur milieu sauvage et qu'il tient un peu de choses de passer une journée sans les voir en fait. Allez, c'est parti.
Hier après-midi, on a eu une info, il y avait un groupe de grands dauphins qui se promenait par ici. Et nous, on les a ratés parce qu'on était complètement partis dans l'Est avec un autre groupe. Mais hier matin, on a croisé un grand dauphin. 3 fois, on l'a vu pendant 2 secondes. On va monter un peu sur le... La traque peut commencer, tout le monde est aux aguets. Les yeux rivés sur la ligne d'horizon, à la recherche du moindre indice qui trahirait leur présence. Une éclaboussure, un aileron. Le problème, c'est l'étendue du terrain de jeu. 540 km², soit 2 fois la ville de Paris. C'est vrai qu'ils peuvent être partout et nulle part en même temps. Ce matin, ils peuvent être du côté de Jersey, auquel cas on n'aura rien du tout à observer en baie du Mont, mais c'est aussi intéressant de vérifier que la baie du Mont n'est pas non plus une zone qu'ils utilisent en permanence. Mais c'est une zone relais et une zone de casse-croûte apparemment. C'est donc par gourmandise que les dauphins ont élu domicile dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il ne reste plus qu'à les surprendre en plein festin. Je ne vois rien. La vie à bord. 1 heure en mer et toujours rien. Quand soudain... Là, si, le bateau, Ils sont derrière nous là. Ça y est, on les voit à l'œil nu là. Un groupe de grands dauphins s'approche du bateau. Les éclaboussures, ça veut dire qu'ils sont en chasse. Ils sont en pleine chasse. Ouais. Mais je vais arriver de côté, du coup, vraiment sur ma bord, t'as vu? C'est super beau. Ah, oh. Ouais, Je sais pas si vous avez tous vu, il y a un bébé tout petit là dans ce groupe qui est à proximité de nous là. Et là, pouf, une maman et son petit. Et il y a 2 bébés. Alors, va pas les coller. Reste comme ça. Mais un trouble fait pourrait bien mettre fin à ce beau spectacle. Un bateau qui arrive à toute vitesse. C'est souvent que les gens arrivent trop vite, ça peut leur faire peur, les faire fuir. Alors que nous, on va arriver vraiment doucement à la perpendiculaire des ailerons et on va les laisser venir. Heureusement, le bateau s'écarte et l'observation peut reprendre. Attention Gaël. Alors ils sont où là? Là, ça va bouger dans les... Là, ils sont... On va des pousses. Oh! Ils dansent littéralement. Ouh, bah dis donc ça, si c'est pas du spectacle. Ah là là. Fou. Tiens, ça fait beau spectacle là. Ouais. C'est pas aussi souvent que ça qu'ils nous font ces cadeaux. Hein. Non. Alors c'est marrant parce qu'ils sont vraiment en groupe les uns contre les autres. On ne sait pas si c'est entre eux que les éclaboussures se passent ou s'ils sont en train de chasser. On ne sait pas trop. On a vu tout à l'heure peut-être une tentative de reproduction. Là, ils sont vraiment dans des échanges intergroupes, enfin, en relation entre chaque individu. Et ils nous permettent de voir ça à si faible distance. On a l'impression de faire partie d'eux. Un peu plus loin, au fond de la baie, au milieu des sables argentés, une pyramide élevée en pleine mer à l'aube du Moyen-Âge, le Mont Saint-Michel. Un bout de terre mythique qui attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Le site touristique de province le plus visité de France vient de fêter ses 1300 ans. Avec l'âge, il n'a pas pris une ride, mais il est devenu prisonnier du sable. Des sédiments accumulés à cause de la digue construite il y a plus d'1 siècle pour acheminer les touristes. Envasé, entouré de parkings, le mont tourne le dos à sa vocation de départ, l'isolement recherché par les moines venus s'établir ici. Pour rendre le mont à la mer, une opération désensablement va repousser vers le large les sédiments. Les voitures stationneront à l'intérieur des terres, la digue sera détruite, une passerelle verra le jour. Le mont devrait alors redevenir île et retrouver son visage d'antan. En attendant, on peut continuer à admirer ce monument de granit à pied, à cheval et, plus insolite, en ULM. Tous les matins, d'avril à octobre,
Ça commence comme ça. Didier Hulin scrute l'horizon. C'est de chez moi, c'est du balcon et donc le mont est à 9 km et on a une vue en direct et une météo en live. Si le temps le permet, Keol se fait discret, alors il peut aller travailler. Alors, en montrant sur la carte, on part de Dragé, donc Dragé qui est sur l'axe côtier Avranches-Granville. Et donc on ira se poser tout simplement dans un champ sur cette commune de Champeaux. Et ensuite on repartira vers Avranches pour donc faire un tour autour du Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, il n'a qu'à traverser son jardin pour se rendre au travail. Il y a quelques années encore, Didier se levait pour soigner des malades. Un jour, il se sent pousser des ailes et décide que voler serait son métier. Avant, j'étais infirmier dans un centre de rééducation à Granville et voilà, c'est un métier qui était passionnant, mais bon, moi j'avais besoin d'espace et de liberté. Et aujourd'hui, j'ai arrêté mon métier depuis 6 ans et j'ai basculé complètement dans un métier passion. Et c'est un bonheur au quotidien. Ce matin, le pilote a rendez-vous sur les falaises de Champeaux pour un baptême en ULM avec un agriculteur curieux de découvrir ces champs vus du ciel. Si jamais on avait un souci de radio, ça va comme ça. Ça va moyen comme ça va pas comme ça. D'accord. Mais ça sera toujours comme ça. Oh, bah, évidemment. Allez, Ça ne peut pas être autrement. voilà, hop. Impeccable. Ça vous plaît ? Retour sur Terre, une vingtaine de minutes plus tard, l'essence encore un peu étourdie. Ouais, ce que je vous dis, au départ, c'est toujours un peu impressionnant, quoi. Ça fait, oui, des fois on a des hauts, quand on passe Des hauts le cœur. Des hauts le cœur, voilà, c'est ça. C'est-à-dire on voit des choses là-haut qu'on ne voit pas forcément au sol, quoi. C'est vrai que chez certains, il y a parfois de l'émotion, quoi, parce qu'ils ont vécu 20 ans, 30 ans dans un même lieu, et ils découvrent pour la première fois vue du ciel. Et donc ça, c'est vraiment un plaisir, pour moi, un plaisir supplémentaire. En 10 000 heures de vol, entre la menace d'infarctus chez un papy de 96 ans et le dégrafage de corsage chez une dame qui a une poitrine très opulente, je crois que j'ai tout connu. Pourtant, c'est la baie du Mont-Saint-Michel qui lui offre toujours le plus d'émotions. Pour moi, c'est la plus belle baie du monde. Mais bon, je suis un peu chauvin. On va couper le moteur et on va revenir dans le silence le plus complet. Voilà. Je coupe le moteur, voilà. Je dirais que la définition que je donne de l'ULM, c'est une somme d'instants, de moments et de rencontres. Et l'ULM n'est qu'un outil, mais un outil qui permet d'évoluer dans cette baie du Mont-Saint-Michel qui est très vaste. Hein, c'est plusieurs kilomètres. Au niveau des couleurs, c'est jamais la même ambiance. Quand on commence un vol en lever de soleil le matin, à 30 minutes avant le lever du soleil, c'est quelque chose de magique pour cette baie. Et puis il y a aussi ici les plus fortes marées d'Europe. Donc quand on revient le soir, eh bien, la mer a remonté et pourtant là elle est à plus de 10 km vers l'ouest et ce soir ces rivières-là seront pleines, quoi. Donc c'est toujours en perpétuel, pour moi c'est quelque chose qui est totalement vivant et bougeant.
Pour atteindre notre prochaine étape, le Cotentin, nous allons longer le littoral sur 100 km en direction du nord. Traverser un pays sauvage, entre falaises, bruyères et bocages. Ici, la mer a un sacré tempérament. Le courant est l'un des plus forts d'Europe. D'ailleurs, le phare de Goury est là pour le rappeler aux marins. Mais il y a comme un truc qui cloche au milieu de ce paysage de cartes postales. L'usine de retraitement des déchets nucléaires de La Hague. Construite par De Gaulle en 1967, en pleine explosion de cette nouvelle énergie, c'est l'activité économique principale du Cotentin. Par ailleurs, la région la plus nucléarisée de la planète. Heureusement, à quelques encablures de l'usine, la nature reprend ses droits. À l'extrême nord-ouest du Cotentin, voici Port-Racine. C'est le plus petit port de France. Jacques Prévert est tombé sous le charme de ce coin de paradis dès les années 30. Aujourd'hui, Gilbert Fusberti, son ami de 30 ans, continue de faire vivre la mémoire du poète. Il disait c'est le Finistère le plus proche de Paris, donc c'est pas par hasard. 3 heures pour arriver au bout du monde, pas mal, hein. À droite des falaises, à gauche des dunes, des pêcheurs pour picoler, des bistrots, des bons poissons, des bons homards. Il aimait ça, les homards. Hein. Ça, les homards et les gigots de présalés, ici, on a tout ça. Et on lui foutait la paix, il a pu travailler, il était très content. Là, bien loin du faste et du tourbillon parisien, le poète aime se ressourcer. Le littoral et ses habitants l'inspirent. À 70 ans, il décide de s'y installer. Avec sa femme, Janine, il achète une maison dans le village d'Aumonville. Jacques Prévert est l'auteur le plus populaire du XXe siècle. Auteur de films cultes, il est surtout un poète reconnu et apprécié. Dans sa demeure, il aime recevoir ses amis artistes. Doisneau, Montand, Miro. Le portrait de Picasso. Quand Picasso lui a donné, il a dit « il ne me ressemble pas ». Picasso lui a dit avec beaucoup d'autorité « il te ressemblera ». Et à la fin de sa vie, Prévert disait « c'est vrai que maintenant je lui ressemble ». Au début, Jacques Prévert, il m'a fait peur parce qu'il était impressionnant et puis parce qu'il avait un œil qui voyait tout. On avait, en 5 minutes, on voyait que ce mec, il avait tout compris. Et donc, il m'avait fait un peu peur. C'était un voyou, en fait. Et le vent du nord, il aimait la violence des éléments. Pas la violence des hommes, mais la violence des éléments. Voilà. On arrive au bout du monde. Goury, Cap de La Hague. De ne pas oublier la chanson que tu me chantais. Fais-toi. Ah bah écoute, Tu viens rôder sur les traces de Jacques Prévert. Oui, je suis sur les traces de Jacques Prévert depuis 30 ans et plus. Des traces, jusque dans le hangar des sauveteurs en mer. Le poète aime venir entendre leurs récits et les taquine souvent. Ses plaisanteries favorites, c'était d'accuser l'équipage de faire de la contrebande avec les îles anglo-normandes. Ce qui n'était pas tout à fait inexact. Ouais, peut-être pas le bateau de sauvetage. Pas à l'époque, pas à l'époque. C'était plutôt 19e que 20e. Oui, mais enfin, bon, tu sais, on va pas rentrer dans les secrets des régions, mais enfin, bon, il y a toujours encore un petit peu de trafic. Ouais, enfin, c'est parce que tu n'es pas au courant. Il a changé de nature, C'est toujours terrible, ça. C'est impressionnant. Impressionnant. Hein. Ici, il y a des rats, il y a le rat blanchard, il y a des courants terribles. Le tragique, ici, il y en avait beaucoup, à cause... c'est quand même un pays, cette pointe de La Hague, où il y a eu énormément de naufrages, je crois 400 répertoriés.
Je ne dis pas qu'il aimait les naufrages, mais enfin, il aimait plus la castagne, qui était sa vie, de provocateur, d'anarchiste. Enfin, c'était pas des enfants de cœur qui habitaient un pays aussi dur, aussi éloigné de tout, parce qu'au Cap de la Hague, il faut y venir. Avec Prévert, bien sûr, j'apprenais la vie. Toutes ces histoires étaient tellement passionnantes que moi, je n'avais qu'une chose à faire, c'est qu'il parle encore. Et d'ailleurs, il me manque. Les nostalgiques pourront toujours se rendre au cimetière et se souvenir de quelques vers de Prévert sur la tombe fleurie du poète.